Imaginez un peu, en 30 ans à peine, toute la carte de l'Afrique a été redessinée. C'est l'histoire d'une transformation radicale, une vague d'indépendance qui a déferlé sur tout un continent et qui a changé son destin pour toujours. Alors, c'est la grande question, non? Comment est-ce que c'est possible? Comment des empires qui semblaient installés pour des siècles se sont effondrés aussi vite? Pour comprendre ce basculement spectaculaire, il faut qu'on rembobine un peu. Tout commence vraiment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On pense souvent que ce conflit a surtout changé les choses en Europe, mais en réalité, ses conséquences ont été mondiales. C'est là que les graines du changement ont été plantées, à des milliers de kilomètres des champs de bataille. Il faut bien se mettre en tête ce que c'était l'Europe en 1945. Les grandes puissances coloniales comme la France ou le Royaume-Uni sortent de la guerre à genoux. Économiquement, c'est la catastrophe. Et là, il faut continuer à gérer des empires immenses, à l'autre bout du monde. Ça coûte une fortune. Et puis, il y a un vrai problème moral. Comment justifier de dominer d'autres peuples quand on vient de se battre pour sa propre liberté? Ça devient, disons, de plus en plus compliqué à défendre. Et c'est pas tout. Le monde entier a changé. On a deux nouveaux patrons sur la scène internationale, les États-Unis et l'URSS. Et tous les deux, pour des raisons bien différentes, ne sont pas vraiment fans des vieux empires coloniaux. Les Américains, eux, veulent un commerce mondial ouvert, pas des chasses gardées. Les Soviétiques, de leur côté, soutiennent les mouvements de libération, c'est dans leur idéologie. Et au milieu de tout ça, on a la création de l'ONU qui arrive avec ce principe tout nouveau et super puissant, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça changeait absolument tout. Mais attention, l'étincelle principale, elle vient d'Afrique même. Il faut imaginer ces centaines de milliers de soldats africains qui sont allés se battre en Europe. Ils reviennent chez eux en se disant « on a versé notre sang pour libérer la France, la Belgique, et maintenant, on a droit au respect, à l'égalité ». Et en même temps, une nouvelle génération émerge. Des gens éduqués, qui ont voyagé, qui ont des idées politiques très claires. Et eux, ils ne demandent plus juste quelques petites réformes. Non, ils veulent l'indépendance, totale. Ok, donc le cap est fixé, l'indépendance. Mais la grande question pour les leaders africains, c'est comment on y arrive? Est-ce qu'on négocie en douceur, en gardant des liens avec l'ancienne puissance coloniale, ou est-ce qu'on claque la porte, une bonne fois pour toutes? Et pour bien comprendre ce dilemme, il y a un moment absolument clé, 1958. Le général de Gaulle arrive au pouvoir en France et met les colonies africaines face à un choix radical. Soit vous rejoignez une nouvelle communauté française, une sorte d'autonomie, mais en restant bien accroché à la France, soit vous prenez votre indépendance. Maintenant. Mais ce sera une rupture complète. En apparence, c'est simple, mais les conséquences de ce choix étaient énormes. Et là, on voit vraiment deux stratégies s'affronter. La grande majorité des leaders, des gens comme Senghor au Sénégal ou Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, ils jouent la carte de la prudence. Ils disent oui à la communauté, ils parient sur une transition en douceur. Mais il y en a un qui dit non, un seul. C'est Sékou Touré, en Guinée. Lui, il choisit la rupture, la vraie. Et la réaction de la France aux non-guinéens est immédiate et brutale. Puisque la Guinée a dit non, Paris retire tout, du jour au lendemain. Plus d'aide, plus de fonctionnaires, plus rien. Certains racontent même que des infrastructures ont été sabotées avant le départ des Français. Le message était limpide. Vous voulez être indépendant? Très bien. Mais alors, débrouillez-vous, seul. Même si l'exemple de la Guinée a pu faire peur, en réalité, c'était trop tard. La machine était lancée et plus rien ne pouvait l'arrêter. Et là, le mouvement va prendre une vitesse, mais une vitesse folle. Tout va basculer en une seule année. Incroyable. 17. Retenez bien ce chiffre. 17 nouveaux pays africains qui naissent en une seule année, 1960. C'est juste énorme. C'est un véritable raz-de-marée. La plupart des anciennes colonies françaises, bien sûr, mais aussi le Nigeria, la Somalie et surtout le géant qu'était le Congo belge. Là, c'est clair, le point de non-retour est atteint. Le cas du Congo belge, c'est vraiment l'exemple parfait de cette précipitation, de ce chaos. Début 1959, les Belges se disent « l'indépendance, oui, un jour, mais on a le temps, tranquillement ». Sauf que, pas du tout. Des émeutes éclatent, les leaders congolais s'unissent et mettent une pression monstre. Et Bruxelles finit par lâcher, complètement prise de court. Résultat, le 30 juin 1960, le Congo est indépendant. Sauf que, rien n'a été préparé. Pas d'administration formée, pas de cadre, c'est le saut dans le vide. Et ça va très, très vite mal tourner. Et ce jour-là, il se passe quelque chose d'inouï. Le roi des Belges fait un discours très paternaliste. Et juste après, le tout nouveau Premier ministre, Patrice Lumumba, prend la parole. Et là, c'est un choc. Il prononce un discours d'une vérité et d'une force incroyable, où il parle du travail forcé, des insultes, des coups. Il termine avec cette phrase terrible. Nous ne sommes plus vos singes. C'est un moment de rupture historique. La page de la domination est symboliquement tournée, avec fracas.
Bon, les célébrations sont terminées, les nouveaux drapeaux flottent au vent, mais après, c'est le retour à la réalité du pouvoir. Et on va se rendre compte assez vite qu'être politiquement indépendant sur le papier, ça ne veut pas dire que toutes les formes d'influence extérieure ont disparu. Loin de là. Et c'est là qu'un nouveau mot apparaît, un mot très important, le néocolonialisme. L'idée est simple, d'accord, il n'y a plus de gouverneur européen sur place, mais le contrôle, lui, il est toujours là. Il est juste plus discret. Il passe par l'économie, par la monnaie, par des accords militaires. C'est une sorte d'indépendance en trompe-l'œil, si on veut. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça veut dire que des bases militaires étrangères restent sur place. Ça veut dire que l'économie du pays est toujours complètement tournée vers l'Europe. Et puis, il y a l'exemple le plus célèbre, le franc CFA. Une monnaie utilisée par 14 pays africains, mais qui était arrimée au franc français et dont la politique était en partie influencée par Paris. Et il faut le dire, ce système arrangeait aussi une partie des nouvelles élites africaines qui arrivaient au pouvoir. Aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, on vit encore avec l'héritage de cette période. Cette transition, faite dans la précipitation, a laissé des traces très profondes qui continuent de façonner l'Afrique d'aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça. La décolonisation, ce n'était pas un point final. C'était juste le début d'un nouveau chapitre, un chapitre bien plus complexe, avec tout un tas de défis hérités directement du passé. Et cet héritage, il est parfois très lourd. Pensez aux frontières, par exemple. Elles ont été dessinées à la règle par les Européens, en séparant des peuples qui vivaient ensemble ou en forçant d'autres à cohabiter. Ça a créé des tensions terribles et parfois des guerres. Ça a mené aussi à beaucoup d'instabilité, à des coups d'État à répétition. Et puis il y a eu ce symbole, l'assassinat de Lumumba en 1961, quelques mois à peine après son discours avec l'aide de puissances étrangères. Le message envoyé était glaçant. Ne sortez pas trop du rang, sinon voilà ce qui vous attend. On voit bien que la décolonisation, c'est tout sauf une histoire simple en noir et blanc. C'est à la fois un moment d'émancipation incroyable, la naissance de nations, et en même temps, le début de nouvelles formes de dépendance. Et tout ça nous amène à une question qui, encore aujourd'hui, est au cœur de tout sur le continent africain. Au fond, ça veut dire quoi, être vraiment, pleinement souverain?